Chers et chers collègues, mesdames, messieurs, chère Isabelle, ça fait vraiment plaisir de voir une salle aussi bondée et évidemment, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont derrière les écrans que je salue également pour cette leçon inaugurale. L'Inde pense-t-elle? Ainsi s'intitule un livre de Guy Bugeaud qui fut à l'origine de la conversion de la philosophie grecque à la philosophie indienne d'Isabelle Ratier, dont nous inaugurons ce soir la chaire intitulée « Histoire des systèmes de pensée de l'Inde ». Rappelons que c'est au Collège de France qu'a été créée en 1814 la première chaire de sanskrit en Europe. Cette chaire a parfois changé d'intitulé pour inclure d'autres langues ou pour porter davantage sur l'histoire, et elle a été occupée par des grands savants que je ne vais pas tous vous citer, seulement Sylvain Lévy, Jean Filiosa et en dernier Gérard Fussman, qui a été titulaire de la chaire Histoire du monde indien de 1984 à 2011. Il était donc temps de redonner sa place au monde indien et aussi de faire succéder à ces savants une savante. Isabelle Ratier est en effet la première femme à occuper une chaire de sanskrit au Collège de France, à laquelle elle va donner une nouvelle identité en combinant des compétences de philosophe et de philologue. La philosophie indienne est mal connue en Occident et souvent confondue avec des systèmes religieux. Comme le souligne Isabelle Ratier dans un entretien, il y a eu pendant longtemps un déni de l'Inde philosophique. On avait en effet décrété que la pensée indienne était exclusivement d'ordre religieux. Longtemps, on a considéré la philosophie grecque comme étant la quintessence de la philosophie même. Et on imaginait en parallèle que les religions dites monothéistes, fondées sur la Bible, je mentionnais la Bible, et le Coran, étaient supérieures aux religions indiennes, considérées comme polythéistes et donc inférieures. Donc cette idée d'une sorte d'évolution du polythéisme vers la monolatrie, vers le monothéisme. Mais cette vision, qui malheureusement a encore ses adeptes aujourd'hui, méconnaît que la pensée indienne s'est développée en des systèmes qui ne ressemblent pas à ceux de l'Europe et à la manière dont les Occidentaux ont tracé les frontières entre philosophie et religion. On a certes parfois intégré l'Inde dans une réflexion philosophique globale, comme dans les concepts de la période axiale, concept un peu douteux, mais finalement proposé quand même par le philosophe allemand Karl Jaspers. Mais demeure le préjugé tenace selon lequel l'Inde fut trop absorbée par ses aspirations spirituelles, religieuses ou mystiques pour chercher à produire et à organiser en système des concepts véritablement philosophiques. Le but de la chaire Histoire des systèmes de pensée de l'Inde, que nous allons inaugurer maintenant, est de contribuer à dissiper cette idée reçue et d'étudier des pensées philosophiques d'une immense variété, diversité et richesse. Et pour cette étude, des recherches philologiques sont indispensables, car nombreux sont les textes sanskrits qui n'ont pas fait l'objet d'une édition critique ou d'une traduction fiable dans des langues modernes. Comme pour d'autres disciplines, le travail sur des manuscrits, ou ce qu'on appelle par ailleurs la critique textuelle, est fondamental. Il faut comparer des manuscrits, mais aussi les annotations faites par des scribes, pour reconstruire autant que possible la source originelle, le fameux urtexte qui n'a jamais existé, mais qu'on cherche quand même toujours, et l'histoire de sa transmission. Il reste beaucoup à faire et des manuscrits à éditer, de nouvelles découvertes à mener. Et c'est une très grande chance pour le Collège de France, pour la communauté des indianistes, pour les philosophes, les philologues et pour tout public intéressé d'avoir pu lire sur cette chaire Isabelle Ratier, que je vais vous présenter très brièvement. Isabelle Ratier a étudié la philosophie occidentale à l'université Panthéon-Sorbonne. Elle est titulaire d'un DEA en histoire de la philosophie grecque et d'une agrégation de philosophie, avant de se tourner vers l'étude des sources sanskrites à la Sorbonne Nouvelle, puis à l'École pratique des hautes études, où elle a obtenu son doctorat ainsi qu'une HDR. Elle a effectué divers séjours de recherche en Inde, ainsi qu'à l'université de Oxford. Elle a travaillé en 2010 à 2014 comme chargée de recherche à l'université de Leipzig, puis à l'Académie des sciences d'Autriche à Vienne, dont elle est d'ailleurs depuis 2019 membre correspondant étranger. En 2014, elle devient professeure à la Sorbonne Nouvelle sur une chaire de langue et de littérature sanskrite,
et depuis 2021, membre senior de l'Institut universitaire de France, avant d'arriver ici au Collège de France. Il a écrit beaucoup de livres, d'articles, que je ne vais pas vous citer, mais peut-être mentionner que 2 livres couronnés par des prix, Le Soi et l'autre, Identité, différence et altérité dans la philosophie de la Praterbijna en 2011, livre qui a reçu le prix Friedrich Weller de l'Académie des sciences de Saxe, et son ouvrage récent, coécrit avec Vincent Eltschinger, Qu'est-ce que la philosophie indienne 2023, récompensé par le prix Émile Sénard de l'Académie des inscriptions aux belles-lettres et déjà traduit en italien, d'autres langues vont suivre. Sa leçon inaugurale que nous allons entendre maintenant s'intitule, vous l'avez sur l'écran, Le vacarme des Écritures, pensée, croire et philosophie dans l'Inde prémoderne. Vous allez voir, c'est tout un programme. Chère Isabelle, nous sommes très heureux de vous accueillir ici au collège. Je vous dis vous pour l'occasion et je vous donne la parole. Merci. Monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, chers amis, chers collègues, mesdames et messieurs. Il y a dans l'Europe quelque chose d'un genre unique, que tous les autres groupes humains eux-mêmes ressentent chez nous, et qui est pour eux une incitation à s'européaniser toujours davantage, alors que nous, si nous avons une bonne compréhension de nous-mêmes, nous ne nous indianiserons par exemple jamais. Cette croyance satisfaite en l'impossibilité pour l'Europe de s'indianiser ou d'en éprouver même le désir, c'est le philosophe austro-allemand Edmund Husserl qui l'énonçait le 7 mai 1935 dans une célèbre conférence donnée à Vienne sous le titre « La crise de l'humanité européenne et la philosophie ». Husserl s'efforçait d'y justifier ce sentiment en invoquant une unité spirituelle européenne dont il situait la naissance dans la Grèce des 7e et 6e siècles avant notre ère. Il voyait dans la philosophie, qui selon lui avait commencé à s'y développer, une attitude foncièrement nouvelle, une disposition inédite à produire un discours portant sur la totalité de l'existence et n'ayant d'autre but que de l'expliquer par les lumières de la raison. Et il discernait dans cette philosophie l'idéal qui allait donner sens et cohésion à l'Europe et que le reste du monde ne pourrait que chercher à s'approprier. Il s'avisait certes que de nombreux travaux sur les philosophies indiennes, chinoises, etc., travaux dont il taisait la nature et les auteurs, plaçaient leurs objets au même rang que la philosophie grecque. Et il concédait que, bien entendu, il ne manque pas là de quelque chose de commun, mais il s'inquiétait d'une telle attitude qui trahissait, selon lui, un aveuglement aux différences principielles les plus essentielles de toutes. Husserl s'agaçait de l'emploi des termes philosophie et science à l'égard des pensées extra-européennes. Il admettait que les Chinois ou les Indiens aient pu s'intéresser à l'existence dans sa totalité et user de la raison pour la pensée, mais cet effort demeurait, croyait-il, en deçà de l'entreprise grecque, en un sens décisif. Seuls les Grecs avaient su adopter une attitude de pure théorie, débarrassés de tout désir d'assouvir un besoin pratique, et seuls les Grecs avaient su construire leur science au sein d'une communauté désintéressée de savants et de philosophes, dans ce qu'il appelait l'exercice secourable d'une critique réciproque. La philosophie différait donc de ces philosophies orientales qui l'entouraient de guillemets circonspects, en ceci que les spéculations extra-européennes seraient demeurées mythico-pratiques au lieu de s'élever au plan du pur savoir pour le savoir. Célébrant la capacité européenne à raisonner sans l'entrave d'aucun préjugé, Husserl procédait ainsi à l'éviction, hors du champ philosophique, de systèmes extra-européens dont il ignorait, pour ainsi dire, tout. Le grand phénoménologue soulignait certes aussi que cette prééminence spirituelle de l'Europe
tient précisément à son attitude universaliste qui offre cet usage nouveau de la raison à l'humanité entière. Mais des travaux de Michel Foucault et d'Edouard Saïd aux études postcoloniales, nous avons appris à nous méfier de l'antienne d'une Europe célébrant ses propres aspirations universalistes pour mieux affirmer sa supériorité et justifier la violence infligée aux autres cultures. C'est peu de dire donc que ce texte est daté. Pour lui rendre pleine justice, il faut ajouter qu'il est tragiquement daté. Husserl, âgé et de santé fragile, rédige cette conférence alors que les démocraties se délitent sur tout le continent européen, sous le poids du nazisme et du fascisme triomphant. Il y a quelque chose de bouleversant dans cette tentative désespérée pour convaincre une Europe en pleine chute libre, dans ce qu'il nomme la haine de l'esprit et la barbarie, que l'unité et le salut européen résident tout entier dans la culture d'un idéal rationaliste et universaliste. L'effort de Husserl n'en prive pas moins pour longtemps les cultures extra-européennes du statut de nation philosophique. Il faut encore préciser à sa décharge qu'il ne fait qu'entériner, à propos de l'Inde, un verdict déjà, pour ainsi dire, unanime en Europe. La crise de l'humanité européenne et la philosophie formule comme une évidence la conclusion d'un procès depuis longtemps achevé. L'Europe s'était pourtant prise, dès le XVIIIe siècle, d'un vif engouement pour les sagesses orientales. Cette fascination avait porté l'Inde au Collège de France, où la première chaire en Europe consacrée au sanskrit fut créée dès 1814 et inaugurée par Antoine-Léonard Chézy en janvier 1815. C'est à Paris que s'initièrent au sanskrit les frères Schlegel, figure majeure du mouvement romantique et de son indomanie. L'influent essai de Friedrich Schlegel sur la langue et la sagesse des Indiens présentait l'Inde comme la source première des langues grecques, latines, persanes ou gothiques et comme l'origine de toutes les sagesses. C'est encore à Paris que Franz Bopp, dont la grammaire comparée devait bouleverser la linguistique, apprit le sanskrit. De cette fascination pour une Inde d'abord présentée comme la matrice de toute langue et de toute sagesse, l'Europe et Paris se déprirent cependant en quelques décennies. Car Bopp étayait sur de solides assises grammaticales l'hypothèse linguistique d'une parenté fondamentale entre les idiomes indo-européens, mais il balayait dans cet effort même la thèse romantique du sanskrit comme langue mère d'où auraient procédé toutes les autres. La vision schlegelienne de l'Inde, foyer de toute philosophie, ne devait pas connaître meilleur sort, et dès la fin du XIXe siècle, il était de bon ton d'affirmer que l'Inde, toute à ses pratiques ascétiques, à ses activités rituelles, à ses élans mystiques et à ses dogmes religieux, n'avait pas su penser sur un mode proprement philosophique, la philosophie étant l'invention et le privilège des Grecs et de leurs héritiers européens. On s'est beaucoup interrogé sur les causes de ce revirement spectaculaire. Que s'était-il donc passé ? On a discuté de la responsabilité de Hegel, dont l'œuvre a si profondément marqué les consciences et les institutions académiques de l'Europe. Hegel avait certes, vers la fin de sa vie, reconnu un statut philosophique à certains systèmes indiens, admettant les avoir trop hâtivement jugés après avoir pris connaissance des travaux pionniers de Henry Thomas Colebrook. Mais jusque dans ses leçons tardives, le maître allemand ne concevait la pensée indienne que figée dans une généralité désespérément abstraite, enfermée au commencement du développement dialectique de l'esprit, et il continuait d'affirmer qu'en fait, la véritable philosophie ne commence qu'en Grèce. La perspective de Hegel sur l'Inde tenait beaucoup à son exaspération vis-à-vis de la fièvre romantique, et on a montré comment le fantasme romantique d'une sapience orientale originelle, dont la pensée grecque n'aurait été qu'un rejeton tardif,
avait appelé une réaction de rejet tout aussi fébrile et même forcenée. L'impossibilité d'établir un lien de filiation substantielle dans un sens ou dans l'autre entre la pensée grecque et l'indienne découragea aussi les curiosités et contribua au déni a priori de toute pensée philosophique hors des frontières européennes. On a également décelé l'un des facteurs de ce rejet dans la découverte des principes fondamentaux du bouddhisme, une découverte que précipita notamment la publication en 1844 de l'introduction à l'histoire du bouddhisme indien par le grand Eugène Burnouf qui avait succédé à Chézy au Collège de France. Le bouddhisme suscita certainement en France et au-delà un vent de panique métaphysique, parce qu'il mettait en question les notions d'âme et de Dieu créateur, telles que pouvaient les comprendre les grands monothéismes, mais sans doute beaucoup plus encore parce qu'on s'effarait de trouver cette mise en question inscrite au cœur même des dogmes d'une religion. L'indianiste germano-britannique Max Müller crut ainsi nécessaire de distinguer le bouddhisme, dévoyé, disait-il, dans les mains des philosophes, de l'enseignement originel du Bouddha, lequel n'avait pu, quant à lui, nier la réalité de l'âme, puisque, supposait Müller, il ne saurait y avoir de religion sans une croyance en un principe éternel. L'une des grandes religions du monde se trouvait ainsi reléguée tout entière, avec ses dévots et ses exégètes, avec ses dogmes, ses pratiques et son histoire plurimillénaire, à une vaste mécompréhension du discours de son fondateur, et ce, au seul motif qu'elle contredisait une définition européenne et supposément universelle de la religion. La découverte de la pensée indienne et du bouddhisme en particulier embarrassait, parce qu'elle jetait une lumière crue sur tout ce qu'il y avait de possiblement local, de contingent, voire d'anecdotique, dans ce que les Européens avaient jusque-là désigné comme l'essence du religieux et du philosophique, et dans les frontières entre ces deux domaines qu'ils croyaient avoir tracés pour tous et pour toujours. Sans doute, le texte de Husserl accuse-t-il son âge aujourd'hui parce que si nous, ces lecteurs de 2026, ne renonçons pas à la notion d'universalisme, nous ne pouvons plus ignorer qu'elle a servi de prétexte et d'instrument aux prétentions hégémoniques du continent européen, du moins quand elle s'est incarnée dans le présupposé d'une humanité scindée en un Occident universalisant et épris de liberté sociale et intellectuelle, et un Orient pétrifié dans son communautarisme et dans sa passion pour la servitude et pour la superstition. Pourtant, la question du statut philosophique de la pensée indienne a remarquablement peu évolué depuis Husserl. Il y a certes eu quelques vigoureuses divergences. Il faut d'ailleurs signaler que Paul Deussen avait commencé à publier dès 1894 une histoire de la philosophie universelle qui donnait droit de philosophie à tous les systèmes de pensée du monde. Beaucoup de ses lecteurs considérèrent néanmoins qu'il ne parvenait à cette universalisation qu'au prix d'une dilution de la pensée conceptuelle dans l'océan des croyances et des mythes, et ce soupçon s'accrocha comme une ombre aux tentatives postérieures du même ordre. Les spécialistes de l'Inde ne cessèrent pas pour autant de lire la philosophie indienne, ni surtout de la comprendre comme telle, mais sans parvenir à se faire entendre, hors du cercle très restreint des experts sanskritistes, et c'est en vain que Paul Mus, grand connaisseur de l'Inde, qui devait occuper au Collège de France une chaire consacrée aux civilisations d'Extrême-Orient, appelait dès 1931 à désensorceler la philosophie indienne en France, où l'on s'était, déplorait-il, trop précipitamment détourné de la princesse merveilleuse. En 1956, Maurice Merleau-Ponty, cet autre luminaire du Collège de France, eut cette remarque pénétrante au sujet des penseurs non européens, censément incapables de surmonter leur allégeance à des dogmes religieux immémoriaux pour produire des concepts originaux. Si nous voyions la pensée occidentale aussi cavalièrement et d'aussi loin que celle de l'Inde et de la Chine, peut-être
nous donnerait-elle aussi l'impression d'un ressassement, d'une éternelle réinterprétation, d'une trahison hypocrite, d'un changement involontaire et qui ne se dirige pas. En dépit de ce beau préambule, il se laissait rapidement emporter par le vertige de la perspective cavalière qu'il venait de dénoncer. La Chine et l'Inde, ajoutait-il, ne sont pas en pleine possession de ce qu'elles disent. Il leur manque, pour avoir des philosophies, de chercher à se saisir elles-mêmes et tout le reste. Certes, Merleau-Ponty s'efforçait de prendre ses distances vis-à-vis du jugement de Hegel, car il soupçonnait que la conception hegelienne de la philosophie n'excluait pas seulement l'Orient, mais une bonne part du passé occidental et peut-être même toute pensée hormis celle de Hegel. Merleau-Ponty célébrait cependant encore l'approche de Husserl, qui gardait selon lui à raison son privilège à la philosophie occidentale. La puérilité de l'Orient, concluait-il, a quelque chose à nous apprendre, ne serait-ce que l'étroitesse de nos idées d'adultes. Attentif à l'exiguïté des vues occidentales, il entourait de guillemets la puérilité de l'Orient, mais non les idées d'adultes de l'Occident, ajoutant que de l'Orient comme des enfants, on peut apprendre aussi en ce qu'ils sont à l'occasion capables de toutes les anticipations et de toutes les prématurations. Et c'est à ce seul titre qu'il concédait la nécessité de faire paraître l'Orient au musée des philosophes célèbres. On pourrait multiplier les citations de pareils jugements invariablement ressassés à l'orée des histoires de la philosophie et des manuels pour classe terminale qui ont été produits dans la deuxième moitié du XXe siècle et dans le premier quart du XXIe siècle. Certains refusent simplement à la pensée indienne le titre de philosophie, d'autres le lui accordent, mais non sans préciser qu'il ne désigne alors qu'une sagesse pratique ou une spiritualité, non sans lui refuser donc le sens plein qu'on lui attribue d'ordinaire. Mais de quel sens s'agit-il au juste ? La question du statut philosophique de la pensée indienne est évidemment considérablement compliquée par le fait que la définition du mot philosophie, loin de faire en Occident même l'objet d'un consensus, y constitue plutôt un problème philosophique en soi. Revenons donc un instant à la définition dont se servait Husserl pour établir avec tant d'assurance une cartographie de la pensée humaine, celle d'un type de discours portant sur la totalité de l'existence, mais ne présupposant aucune croyance, procédant uniquement selon les exigences de la raison et les données de l'expérience commune, et ne répondant à aucun besoin pratique, mais seulement au désir de savoir pour savoir. L'Inde, par quoi j'entendrai ici non pas seulement l'actuelle République d'Inde, mais l'ensemble du sous-continent indien dans toute sa diversité culturelle et linguistique, l'Inde a-t-elle connu la philosophie ainsi comprise ? Ou bien Husserl avait-il raison de supposer qu'elle n'a recouru au raisonnement que pour corroborer l'autorité de ses textes sacrés, qu'elle n'a cherché dans l'expérience commune que la confirmation de ses mythes, et qu'elle ne s'est efforcée de comprendre le monde que pour répondre à des besoins pratiques. Quand on pose la question ainsi, une première évidence s'impose. Les penseurs indiens ne se sont jamais détachés de certaines visées pratiques. Et l'idée même de s'en couper entièrement leur eût paru absurde. La préoccupation qui domine chez eux est un désir de se libérer, même s'ils ne s'accordent pas sur les moyens de cette libération, ni même sur ce dont il s'agit au juste de se libérer. Mais la situation est-elle si différente du côté occidental ? Si, comme Husserl, nous renvoyons à la sphère mythico-pratique, les buts sotériologiques, c'est-à-dire ceux qui ont trait au salut au sens le plus large du terme, et si nous les opposons à une attitude authentiquement théorique, alors les penseurs de l'Inde ne sont pas des philosophes. Mais on peut se demander à quel point les Grecs le sont encore, quand ils cherchent à se libérer de la servitude, de l'illusion ou des prestiges du monde sensible, quand ils tentent d'accéder à un état qui échappe au devenir, ou quand ils s'efforcent d'atteindre une forme de bien suprême.
il est vrai que les penseurs indiens ont dans leur immense majorité appartenu à un mouvement religieux. Et le principe d'une stricte opposition entre le religieux et le philosophique n'a guère de sens sur le sous-continent. C'est à cette difficulté que se heurtèrent d'emblée les auteurs indiens, qui estimèrent que ce que les Européens nommaient philosophie avait existé en Inde. Quelques-uns d'entre eux choisirent d'aplanir cette difficulté en embrassant, plutôt qu'en combattant, le poncif occidental selon lequel en Inde, la philosophie et la religion sont une seule et même chose, mais pour mieux retourner ce préjugé contre l'Europe. Le réformateur religieux hindou Vivekananda avait déjà raillé la gymnastique intellectuelle européenne, s'interdisant de répondre à tout besoin pratique. Et l'année même où Husserl défendait à Vienne une définition de la philosophie comme pur savoir, détaché de toute préoccupation pratique et religieuse, l'historien de la pensée bouddhique Sadkari Mukherjee arguait depuis Calcutta que la philosophie indienne est plus pleine, plus concrète, plus riche que l'européenne, dans la mesure précisément où l'indienne religieuse et tout entière tournée vers la question du salut ne se résume pas, comme l'européenne, à un futile jeu intellectuel. La plupart des auteurs indiens, préoccupés d'étudier et de faire connaître la pensée du sous-continent, ont cependant refusé de réduire ainsi le philosophique au religieux. Surendranath Dasgupta, par exemple, qui publia en 1922 le premier volume d'une monumentale histoire de la philosophie indienne, ou Sarvepalli Radhakrishnan, qui devait devenir en 1962 président de la République d'Inde, ont souvent adopté des points de vue assez différents sur la pensée indienne. Ils n'en ont pas moins tous deux affirmé que philosophie et religion ont été inséparablement associées en Inde sans pour autant s'y trouver confondus. Ni l'un ni l'autre ne s'est pourtant aventuré à expliquer cette singulière relation d'intime proximité et de différence. Pour la comprendre, il faut d'abord considérer l'exceptionnelle diversité religieuse du sous-continent. À la période où la philosophie indienne prend véritablement son essor et connaît sa plus intense créativité, c'est-à-dire au long du premier millénaire de notre ère, il y a d'abord là des mouvements apparentés à ce qu'on nomme aujourd'hui l'hindouisme. Mais l'hindouisme actuel résulte d'un long et complexe processus d'unification, et ces mouvements ne constituent nullement alors une religion unique. Ils défendent des croyances et des pratiques très différentes, et souvent même tout à fait incompatibles. Parmi eux, des traditions dites brahmaniques reconnaissent pleinement l'autorité du plus ancien texte sacré sanskrit, le Veda. Autrement dit, ces traditions considèrent que la parole védique doit être acceptée par principe et ne peut être mise en question. D'autres mouvements, notamment shivaïtes et vishnuites, soit admettent du bout des lèvres cette autorité du Veda, soit la rejettent absolument. Mais chacun de ces courants, eux-mêmes divers, possède en tout cas ses propres écritures. Il faut préciser que par ce terme d'écriture, avec un E majuscule, on traduit, faute de mieux, le mot sanskrit agama, qui ne désigne pas nécessairement pour sa part un texte écrit, mais seulement une parole dont la véracité doit être acceptée a priori, en ce qu'elle procède d'une forme de révélation. Or, en Inde, c'est avant tout la reconnaissance du statut scripturaire de tel ensemble de textes qui définit les identités religieuses. Sont shivaïtes, par exemple, non pas nécessairement ceux qui adorent le dieu Shiva, mais ceux dont les écritures sont réputées émaner du dieu Shiva ou d'une divinité qui lui est associée. Le sous-continent est également la terre natale du bouddhisme, qui possède aussi ses écritures propres et qui a pour l'essentiel disparu d'Inde au cours du deuxième millénaire de notre ère, mais non sans y avoir exercé une influence considérable pendant au moins 1500 ans. Dans l'Inde du premier millénaire s'épanouissent encore d'autres mouvements, parmi lesquels la tradition également très ancienne du jaïnisme, qui dispose aussi d'un corpus scripturaire propre. Mais évoquer, fût-ce de cette manière si succincte et partielle, cette pléthore religieuse de l'Inde ancienne et médiévale, n'est-ce pas confirmer par avance le diagnostic de Husserl ?
dans une atmosphère intellectuelle saturée par tant de croyances, de dogmes, de rites, d'écriture, quelle place pouvait encore échoir à un usage autonome de la raison? Le paradoxe fondamental, qui demeure invisible depuis la perspective globalisée et pourtant si cavalière de notre XXIe siècle, c'est que c'est précisément cette effervescence religieuse qui a favorisé l'émergence d'un discours philosophique sur le sous-continent. Car la compétition de ces différents mouvements religieux pour obtenir les faveurs des souverains et des dignitaires des cours royales les a contraints à prendre part à des disputes publiques afin d'y démontrer la supériorité de leurs dogmes et de s'assurer ainsi la protection de puissants patrons. Mais pour que de tels débats fussent possibles, il fallait que chaque interlocuteur mît de côté ses propres écritures, puisque bouddhistes, jains, représentants du brahmanisme orthodoxe, shivaïtes, vishnouites possédaient des textes sacrés distincts et ne reconnaissaient pas ceux des autres. Pour pouvoir concourir dans de telles joutes, il était donc indispensable d'éviter tout recours à une autorité scripturaire et d'employer des arguments universellement recevables, fondés, par conséquent, sur l'expérience commune et sur la raison. Il faut certes se garder d'imaginer que les uns et les autres auraient abandonné leurs écritures ou leur foi dans ces débats. Ils ont au contraire cherché à y défendre les principes propres au mouvement religieux dont ils se réclamaient. Certains auteurs de traités philosophiques se sont d'ailleurs plu à rédiger aussi des commentaires à tels textes sacrés, des manuels de rituels ou des poèmes dévotionnels. Et si l'Inde a connu un matérialisme et un scepticisme radicaux, ils y sont demeurés des exceptions, et l'appartenance à un mouvement religieux la règle. Néanmoins, dans ces débats d'où s'est trouvé exclu tout argument d'autorité parce que l'autorité scripturaire des uns n'était pas reconnue par les autres, il s'est ouvert quelque chose comme un espace neutre où l'on a pu, sans présupposer dogmatiquement aucune vérité, discuter de la totalité de l'expérience humaine, de ses limites et de son au-delà, de l'être et du non-être, de l'un et du multiple, du langage et du réel, de la matière et de la conscience, du plaisir et de la douleur, de l'identité personnelle et du salut, des causes de l'univers et de la possibilité même de les établir rationnellement. Ce que j'appellerais ici philosophie indienne, c'est ce discours. Un discours qui est traversé de part en part par des préoccupations religieuses, et qui se fonde néanmoins sur le raisonnement inférentiel plutôt que sur le recours au texte sacré. Un discours qui est profondément orienté par des considérations sotériologiques et qui n'en est pas moins demeuré constamment attentif à l'empirie parce que l'expérience constituait un terrain commun à des traditions aux présupposés par ailleurs irréconciliables. Cette émergence paradoxale du discours philosophique à partir de la profusion des traditions religieuses, une pièce de théâtre qui a été composée vers la fin du IXe siècle de notre ère, nous la montre, dans ses splendeurs et surtout dans ses misères. L'excellente traduction anglaise qu'en a donnée Csaba Décheux s'intitule, dans un clin d'œil shakespearien, « Much Ado About Religion », mais le titre sanskrit signifie littéralement quelque chose comme le brouhaha, le tohu-bohu, le charivari, ou peut-être le vacarme, dambara, des écritures, agama. Son auteur était un philosophe du nom de Jayanta, par ailleurs célèbre pour ses brillantes contributions à une prestigieuse école brahmanique de logique et d'épistémologie. La pièce s'amuse des dissensions religieuses qui agitaient alors le royaume du Cachemire. Le héros est un jeune et naïf représentant de l'orthodoxie brahmanique qui a une fâcheuse tendance à provoquer en duel philosophique tous ceux, et ils sont fort nombreux, qui rejettent ou ignorent l'autorité du Veda. Ce d'Artagnan du concept brûle d'en découdre avec les plus fins dialecticiens, aussi grandiose soit l'objet de la controverse. Tout devient-il autre à chaque instant? Y a-t-il une nature commune à toute chose? Quelle validité et quelle portée faut-il reconnaître à l'inférence? Peut-on prouver l'existence d'un Dieu créateur?
La conscience est-elle davantage qu'une transformation de la matière? Comment les mots peuvent-ils signifier? Qu'est-ce qui confère à un texte un statut scripturaire? Les débats sont réglés par les prescriptions des traités de logique et évalués par de savants arbitres, au jugement desquels chaque participant doit avoir au préalable accepté de se soumettre. Le prélude au premier acte nous présente un grand maître bouddhiste enjoignant son disciple de renoncer aux joies impermanentes de ce monde. Mais le sage s'interrompt au beau milieu de sa leçon et il doit quitter la scène en toute hâte. C'est que la cloche du monastère vient de sonner l'heure du déjeuner. Ces philosophes qui ne sont pas de purs esprits et qui n'échappent pas à la pédanterie, surtout d'ailleurs s'ils ont le tort de n'être pas du même bord que Jayanta, sont aussi pris dans des trames politiques dont ils sont les complices et un peu les victimes. L'ardeur du héros à défendre l'orthodoxie brahmanique lui vaut une ascension sociale fulgurante dont il va rapidement se mordre les doigts. Il a participé avec enthousiasme à l'expulsion hors du royaume d'une secte religieuse dite des couvertures noires, secte qui a été bannie par le roi pour avoir érigé en pieux rituel la copulation publique. Et le jeune homme se voit confier en récompense un puissant ministère des affaires religieuses. Il constate alors avec effroi qu'on trouve toujours plus conservateur que soi, car ses alliés brahmaniques rêvent de supprimer tout ce qui s'écarte du védisme le plus intransigeant, alors même que le héros se découvre de profondes affinités avec un courant vishnouite intolérable à leurs yeux. Tout finit bien, cependant, sinon par des chansons bollywoodiennes, du moins par un consensus quant au fait que toute religion doit être tolérée, pourvu que ses écritures n'incitent pas à attenter à l'ordre public et aux bonnes mœurs. On aurait tort, toutefois, de lire dans cette conclusion la défense d'un œcuménisme naïf ou d'un relativisme universel. Jayanta a lui-même été ministre du roi du Cachemire. Il a contribué en personne à l'expulsion des fameuses couvertures noires, car il semble bien qu'elles ont existé sous une forme ou une autre. Il est profondément attaché aux valeurs du brahmanisme et il critique férocement les vues de toutes les traditions rivales dans ses écrits philosophiques. Sa pièce n'est pas un appel à faire cesser les débats. Elle conclut qu'il est politiquement et socialement nécessaire d'accepter les religions, ou c'est pour lui la même chose, l'autorité de leurs écritures, tant qu'elles ne menacent pas l'ordre public. Mais elle montre aussi comment le débat philosophique surgit des inévitables dissonances entre ces écritures et comment ce débat est indispensable parce que c'est sur le terrain de la raison qu'on peut espérer surmonter ces contradictions en établissant la supériorité de telle thèse sur telle autre. Peut-être s'étonnera-t-on d'apprendre ainsi, et de Jayanta lui-même, le seul point digne d'être retenu ce soir, à savoir que la philosophie indienne est d'abord un sport de combat, et un sport de combat particulièrement bruyant. On se la représente pourtant d'ordinaire comme un silence, le silence de la méditation, le silence du yoga, le silence de l'expérience mystique. Et il est vrai que beaucoup de traditions philosophiques indiennes se sont profondément méfiées des mots. Elles ont soupçonné que lorsque nous nous saisissons comme des sujets face à des objets, ou lorsque nous envisageons le monde comme une pluralité de substances possédant diverses qualités, nous projetons là des structures linguistiques ou des catégories grammaticales, sujet, objet, substantif, adjectif, etc., sur une réalité qui en diffère foncièrement. La pensée discursive est, pour les bouddhistes, mais aussi pour divers courants non bouddhiques, à la fois construite et constructrice. On l'accuse d'informer et donc de déformer son objet, d'occulter derrière la généralité des mots l'absolue singularité qui se donne à nous dans toute sensation pure, puisque nommer c'est déjà classé, et donc ignorer tout ce qui n'est pas pertinent en vue de ce classement. On la soupçonne, cette pensée discursive, d'enfermer une réalité ondoyante dans la dichotomie rigide des principes de non-contradiction et du tiers exclu. Beaucoup de penseurs indiens ont donc cherché à se déprendre de la confusion entre les mots et les choses,
et certains systèmes ont certainement pour but ultime d'accéder à une forme d'intuition silencieuse, à un mode de pensée et d'être qui, enfin, ne soit plus médiatisé par le langage. Mais tous les systèmes indiens ne sont pas tendus vers un tel au-delà silencieux de la pensée. Certains philosophes se sont d'ailleurs beaucoup méfiés et moqués des intuitions qu'on prête aux yogins, censément capables de transcender l'expérience perceptive ordinaire autant que les mots pour la dire. D'autre part, beaucoup parmi ceux qui ont cherché à se libérer des raies du langage ont considéré qu'on peut le faire à l'aide de la pensée discursive elle-même, en la soumettant à l'enquête rationnelle, en la transformant et en l'épurant dans le travail dialectique, plutôt qu'en cherchant à la faire taire. Dans le vacarme mis en scène par Jayanta s'entendent donc deux types de paroles. Celle des textes sacrés, qui réclament une forme de foi et qui exigent l'acceptation sans réserve de sa valeur absolue. Et puis celle des philosophes, critiques, dialectiques, toujours inquiètes de sa propre légitimité et préoccupés de la fonder en raison. Quel rapport entretiennent au juste ces deux formes de discours? L'historien de la philosophie Émile Breillet expliquait au siècle dernier que religion et philosophie ne se sont distinguées l'une de l'autre qu'en Occident. Se fiant à une remarque de Paul Masson-Oursel, il croyait le prouver en affirmant que le problème des rapports de la foi et de la raison est inconnu en Orient. Les penseurs orientaux, n'ayant pas, selon lui, cherché à affronter ce problème, ils trouvaient raisonnable que l'historien de l'Orient préfère un mot de sens plus général et plus vague que le mot philosophie pour désigner l'objet de sa recherche, pensée, vie spirituelle. Il faut le dire brutalement, Masson-Oursel et Breillet avaient tort. D'innombrables textes attestent que la pensée indienne a été hantée par cette question tout au long de son développement. Les philosophes indiens ont eu des manières très diverses de comprendre la relation entre raison et révélation et d'établir leurs juridictions respectives. Certains courants, en particulier brahmaniques, ont subordonné toute enquête rationnelle, et même parfois toute donnée perceptive, aux enseignements de l'écriture. D'autres, telle la tradition bouddhique du grand philosophe Dharmakirti, n'ont concédé d'autorité à une écriture qu'à condition qu'elle soit d'abord soumise à un rigoureux examen rationnel. La radicalité de cette subordination de la foi à la raison a souvent valu aux penseurs bouddhistes d'être vus depuis l'Occident comme plus philosophes que les autres, et même à l'occasion comme moins indiens et plus occidentaux. Il ne faudrait pourtant pas croire que les bouddhistes ont, seuls contre tous, mis en question l'hégémonie scripturaire. D'autres mouvements ont eu des manières sans doute plus discrètes, mais non moins efficaces, de ménager un rôle sotériologique de premier plan à la raison, comme dans la tradition brahmanique dite du Nyaya, celle de Jayanta, et même parfois de proposer une méthode entièrement affranchie de la tutelle scripturaire. Pour n'en donner ici qu'un exemple, au Xe et XIe siècle, les philosophes shivaïtes Utpaladeva et Abhinavagupta se sont ostensiblement rangés du côté de penseurs brahmaniques en proclamant que l'écriture est en soi le plus éminent des moyens de connaissance. Ils n'en ont pas moins considérablement affaibli en réalité son autorité. Ils l'ont fait d'une part en précisant qu'une écriture, qu'elle soit védique, shivaïte, vishnuite, bouddhique ou jain, ne constitue un moyen de connaissance valide que pour ceux qui ont foi en elle. Et d'autre part, en proposant une voie de salut valable pour tous et exclusivement fondée sur la raison et sur l'expérience. Car les écritures de cette tradition shivaïte nous demandent de croire que le dieu Shiva est une conscience infinie, éternelle, omnipotente, hors de laquelle rien n'existe, et qui, par pure liberté et par jeu, se manifeste sous les formes infiniment variées de l'univers tel qu'il nous apparaît. L'individu doit donc, pour s'affranchir de la finitude et de la douleur existentielle, recouvrer la pleine intuition de son identité avec cette conscience absolue. Or, Abhinavagupta explique que la méthode d'Utpaladeva
permet d'y parvenir par le seul moyen d'un examen des données cognitives en train de se manifester de la manière la plus évidente qui soit. Cette enquête phénoménologique passe en revue les états de conscience les plus familiers et donc les plus mystérieux, comme la perception, l'intentionnalité, la mémoire, l'imagination ou le désir, et elle s'efforce à chaque fois d'y mettre en évidence l'extraordinaire liberté créatrice de la conscience. Et parce que ces philosophes shivaïtes veulent démontrer que seule cette liberté créatrice de la conscience peut être la source véritable de l'univers phénoménal, leur analyse s'accompagne de l'examen critique, systématique, des nombreuses thèses rivales qui prétendent rendre compte autrement de nos états de conscience. Or, chacun, affirme-t-il, peut adopter ce moyen de libération, y compris ceux qui ne concèdent aucune autorité aux écritures shivaïtes. La méthode d'Utpaladeva permet d'accéder au salut en faisant l'économie de toute foi en une parole sacrée. Puisque Husserl voyait dans l'universalisme grec un trait essentiel de la démarche philosophique, il faut encore ajouter que le bouddhisme et le shivaïsme non dualiste se sont adressés à tous et ont cherché à asseoir cet universalisme sur des fondements rationnels, comme d'ailleurs d'autres traditions ont pu le faire, Jains et Vishnuit notamment. Les philosophes bouddhistes ont mis en question, au cours de célèbres débats sur la réalité des universaux, le caractère naturel des distinctions de castes. Quant aux shivaïtes non dualistes, ils ont proclamé que quiconque est né est qualifié pour lire leurs œuvres et pour accéder ainsi à la libération ultime. Il est vrai qu'un gouffre béant sépare ces prétentions universalistes de la réalité sociale depuis laquelle elles ont été énoncées. On sait par exemple comment les institutions bouddhiques se sont dans les faits fort bien accommodées des distinctions de castes. Quant à l'invitation shivaïte lancée à quiconque est né, sans doute paraîtra-t-elle un peu dérisoire si l'on songe que le traité d'Utpaladeva est rédigé dans la langue sanskrite, réservé à une élite sociale et intellectuelle et inaccessible dans les faits à un très grand nombre de femmes, et que sa lecture suppose la maîtrise d'une terminologie technique redoutablement complexe. Il n'est pas sûr, néanmoins, que l'écart entre un bel universalisme théorique et un effroyable élitisme de fait soit demeuré tout à fait inconnu en Occident. Bouddhistes et shivaïtes ont, quoi qu'il en soit, inventé des manières originales de comprendre le rapport entre raison et révélation. Leurs positions respectives ont pourtant été profondément mécomprises, en raison, là encore, de présupposés occidentaux concernant les frontières du religieux et du philosophique. Les penseurs bouddhistes, parce qu'ils discutaient des conditions de validité de toute connaissance en refusant de subordonner la raison à l'écriture, ont souvent été vus comme des bouddhistes par accident. C'était déjà l'opinion du grand indianiste russe Shcherbatskoï, qui considérait que leurs pensées n'avaient aucunement été influencées par leur adhésion à la religion bouddhique. Les travaux du très regretté Helmut Krasser et de Vincent Eltschinger ont cependant montré que ces auteurs comprenaient leur logique et leur épistémologie comme une vaste entreprise sotériologique et apologétique. Il s'agissait pour eux de défendre leurs écritures bouddhiques en purifiant les esprits des thèses de leurs adversaires qui menaçaient de rendre inaudible la parole du Bouddha. Et si les bouddhistes ont été vus à tort comme trop philosophes pour être vraiment bouddhistes, les shivaïtes ont été considérés à tort comme trop shivaïtes pour être vraiment philosophes. Parce qu'ils se préoccupaient aussi d'exégèse scripturaire, de rites ou de poésie mystique et dévotionnelle, leurs systèmes, dans lesquels Madeleine Biardot ne voyait qu'un vague syncrétisme de fond comme de forme, ont rarement trouvé place dans les histoires de la philosophie indienne. Pourtant, les auteurs shivaïtes, eux, ne confondaient nullement leurs commentaires scripturaires, leurs poèmes et leurs traités de philosophie. Et tout comme les logiciens bouddhistes, avec lesquels ils ont constamment débattu, ils ont été à la fois les fiers représentants d'un mouvement religieux et des philosophes. On peut certes se demander
si la source de toutes ces incompréhensions ne réside pas dans l'usage même des termes occidentaux de religion et de philosophie, d'autant qu'on a souvent fait remarquer que la langue sanscrite n'en offre pas d'équivalent exact. Parol Hacker a autrefois formulé le paradoxe selon lequel l'Inde a connu le concept de philosophie, mais non un mot qui l'exprime entièrement et exclusivement. Et Wilhelm Halbfass a résumé ce qu'une telle assertion a de problématique. Que peut bien être une philosophie qui manque à ce point de réflexivité qu'elle n'a pas de mots pour se nommer? Nous voici revenus au soupçon de Merleau-Ponty. Ne manquait-il donc pas aux penseurs indiens la réflexivité qui distingue la pensée grecque? Leur prêter la philosophie, n'est-ce pas d'ailleurs escamoter l'irréductible singularité de leur manière de voir le monde? On glisse de là jusqu'à un soupçon plus terrible encore. Chercher à comprendre la philosophie indienne, n'est-ce pas s'engager dans ce que Paulin Huntonji a autrefois baptisé ethnophilosophie, par quoi il entendait la recherche imaginaire d'une philosophie que les Européens ont projetée sur le continent africain en prétendant exprimer mieux que les Africains eux-mêmes leurs propres idées. Il faut préciser à cet égard que l'Inde, plutôt que de souffrir d'une pénurie d'équivalent du terme philosophie, en a trop aux yeux occidentaux. Parmi les nombreux termes sanscrits qu'on a pu traduire ainsi, beaucoup évoquent une enquête ou un examen rigoureux. D'autres désignent plutôt la dispute ou la spéculation, un corps de thèse auquel on adhère, ou encore le système dans sa capacité à offrir une vision cohérente de la totalité de l'étang. On rend aussi par philosophe un terme qui désigne ceux qui se vouent aux moyens de connaissance, pour les employer dans les débats, mais aussi pour réfléchir aux conditions de leur usage légitime. Cette richesse terminologique doit-elle nous inquiéter? Le dictionnaire anglais-sanskrit de Monier-Williams, qui ne prétend pas à l'exhaustivité, ne recense pas moins de 33 termes sanscrits qui signifient « femme ». On hésitera cependant à en déduire qu'il n'y a pas eu de femmes en Inde ou que l'Inde ne les a pas connues. Quant à la critique de Huntonji, elle dénonçait, à raison, le mythe d'une philosophie éternelle et partagée par un continent, mais demeurée implicite, inconsciente, impensée et attendant la réflexivité européenne pour être enfin formulée et pleinement comprise. La situation de l'Inde prémoderne est très différente, avec son immense corpus de textes qui nous disent d'eux-mêmes, pourvu que nous prenions la peine de les lire, non pas une sorte de vision du monde collective, unique et intemporelle qui serait la pensée indienne, mais un merveilleux foisonnement de systèmes pluriels, raffinés, intensément réflexifs, en constante rivalité et en constante évolution. Il est vrai que la philosophie et la religion ne sont jamais tout à fait en Inde ce qu'elles sont en Occident. Et c'est sans doute prendre le risque de rendre moins immédiatement évidente la spécificité des unes et des autres que de les désigner des mêmes vocables. Mais le risque est plus grand encore, sous prétexte de respecter la singularité de la pensée indienne, de la manquer complètement, en supposant qu'elle n'a pas su s'élaborer sous une forme dialectique et réflexive. On a voulu éviter cet écueil en montrant dans tel concept indien l'anticipation de telle célèbre idée occidentale. À ce jeu comparatiste des prématurations, pour parler comme Merleau-Ponty, la pensée indienne a cependant tout à perdre, parce que détacher les concepts indiens des systèmes au sein desquels ils prennent sens et des problèmes spécifiques qui ont conduit à leur élaboration, c'est se condamner à n'y voir au mieux qu'une pauvre approximation de leurs pendants occidentaux. On a aussi prétendu faire dialoguer tel auteur indien médiéval avec tel philosophe analytique contemporain, dans ce qu'on a récemment baptisé la fusion philosophy. Mais ces tentatives masquent mal, derrière l'apparente générosité d'une philosophie sans frontières et sans histoire, le caractère toujours eurocentré d'un questionnement épicé çà et là de quelques noms sanscrits.
Ce n'est pas à dire qu'il faudrait renoncer à la confrontation et à la comparaison des idées, au contraire, mais pour pouvoir comparer et confronter de manière fructueuse, il faut d'abord faire l'effort de comprendre les concepts indiens à l'intérieur de leur système, ces vastes machines à penser dont ils sont les rouages, et il faut faire l'histoire de ces systèmes. Or, les obstacles sont encore considérables, en dépit des extraordinaires progrès accomplis. Des œuvres majeures ont disparu, en partie ou en totalité, et les chronologies sont encore trop souvent purement relatives et incertaines, notamment parce que les penseurs indiens, même quand ils innovent de manière radicale, et ils le font souvent, ont tendance à s'effacer derrière une tradition antique dont ils se présentent comme les simples continuateurs, et ils préfèrent éluder toute information biographique qui permettrait de les situer dans l'espace et dans le temps. Et nous voici butant sur un autre slogan hégélien à la vie dure. L'Inde n'a pas d'histoire, ni au sens d'un effort historiographique pour décrire et comprendre son propre développement, ni même, au fond, au sens d'un véritable développement. Les ouvrages d'ensemble sur la pensée indienne ont longtemps accepté, plus ou moins tacitement, ce présupposé. Beaucoup d'entre eux ont tenu pour acquis que les systèmes indiens, au lieu de s'affronter, auraient suivi des cours parallèles et exempts de grands bouleversements. Et ces ouvrages n'ont trop souvent offert qu'un panorama intemporel par école. Cette vision statique de la pensée indienne se trouve d'ailleurs affermie par la tentation aujourd'hui très forte en République d'Inde de réécrire le passé indien comme celui d'une religion unique, l'hindouisme, aux fondements immuables, en dépit de quelques variations formelles et adventices. Le jeune Sylvain Lévy, dont l'œuvre monumentale devait égaler par son ampleur et son audace celle de Burnouf, prononça dans ses murs, en 1895, une leçon inaugurale qui déplorait déjà qu'un préjugé trop répandu dénie à l'Inde le sentiment de l'histoire. Contre ce cliché qu'il dépeignait comme celui d'un peuple de philosophes, trop étourdis par le vertige de l'infini et du néant pour s'intéresser aux événements de ce monde, Lévy attirait l'attention sur les inscriptions royales. Il avait évidemment raison de voir dans l'épigraphie l'un des domaines les plus prometteurs de notre champ, et dans les inscriptions une fabuleuse source où se révèle l'historicité indienne. Il ne faudrait pourtant pas en conclure que le passé de l'Inde se partage entre des manuscrits rabâchant des croyances et des idées sans âge et des inscriptions rythmées par de constantes mutations politiques. Sans compter que les inscriptions comportent aussi leur lot de formules stéréotypées et intemporelles, Madeleine Biardot a magistralement montré comment, en dépit d'une adhésion proclamée au principe d'une vérité éternelle et toujours déjà dite, l'Inde philosophique s'est trouvée tôt entraînée dans une histoire malgré elle, dont les rivalités religieuses ont constitué un puissant moteur. Sans doute, Biardot comprenait-elle cette histoire de manière trop binaire, car elle la réduisait, non sans réminiscence hégélienne d'ailleurs, à ce qu'elle appelait une lutte à mort de l'hindouisme et du bouddhisme. Dans ce grand duel de western oriental, le jaïnisme n'était qu'un pâle figurant et l'unité postulée de l'hindouisme médiéval n'était jamais véritablement mise en question, les mouvements shivaïtes et vishnuites ne constituant selon elle que des appendices conceptuellement négligeables du brahmanisme. Tout ceci s'accordait mal avec le fait indéniable que la philosophie indienne a survécu des siècles durant à la disparition du camp bouddhique, un fait qui contraignait Biardot à ne voir dans tout le deuxième millénaire de notre ère qu'une longue sclérose où la pensée hindoue, ne débattant plus qu'avec un fantôme de bouddhisme, se serait figée en une éternelle répétition dogmatique. Pourtant, les études des dernières décennies ont mis en évidence la remarquable vitalité intellectuelle du deuxième millénaire, qui a aussi connu ses innovations, ses foyers d'effervescence et ses révolutions. Étudier dans le sillage de Biardot l'histoire polémique des idées en Inde, mais en prenant en compte toute la diversité religieuse dont elle s'est nourrie,
chercher à comprendre les grandes controverses dans lesquelles les penseurs indiens ont élaboré leur système, prêter attention aussi à leur propre sens de l'histoire, qui affleure souvent sous le mince vernis d'une rhétorique anhistorique. Telle est l'ambition première de cette chaire d'histoire des systèmes de pensée de l'Inde que, mesdames et messieurs les professeurs, vous avez souhaité créer. Pour satisfaire cette ambition, il nous faut passer outre les cloisons académiques qui divisent aujourd'hui le champ indianiste en études bouddhiques, shivaïtes, jains, vishnuites et ainsi de suite. Il nous faut surtout continuer à nous livrer à un travail philologique de fond, car les œuvres intellectuelles et religieuses de l'Inde attendent encore pour beaucoup l'établissement d'une édition critique, pour ne rien dire de traduction fiable. De grands textes sanscrits qu'on croyait perdus pour toujours ressurgissent aujourd'hui, soit qu'ils aient trouvé asile ailleurs qu'en Inde, c'est notamment le cas d'importants ouvrages bouddhiques qui ont été préservés au Tibet, soit qu'on les redécouvre dans les bibliothèques indiennes, soit enfin qu'ils aient en partie survécu dans les marges des manuscrits d'autres œuvres. Car les manuscrits du sous-continent ont souvent été richement annotés. Et dans ces annotations qui couvrent les marges, on trouve toutes sortes de gloses, de réflexions diverses, mais aussi de citations, parfois extrêmement longues. Ce sont elles qui ont commencé à nous livrer, entre autres merveilles, des pans entiers du chef-d'œuvre perdu d'Utpaladeva. Elles ont été produites par des savants qui contribuaient à copier ces manuscrits, à les corriger et à enseigner leur contenu, et qui étaient parfois eux-mêmes les auteurs d'importants ouvrages. Dans ces annotations marginales, dont l'exploration est à peine entamée, bruisse toute la vie intellectuelle de l'Inde. Une Inde dont on a trop rapidement dit qu'elle s'était profondément défiée de l'écriture, cette fois avec un E minuscule. Non sans de bonnes raisons, évidemment, comme l'extraordinaire histoire de la transmission du Veda, qui a longtemps été consignée à la seule mémoire des brahmanes, ou comme la transmission orale de certains enseignements tantriques. Mais des travaux récents ont établi la place essentielle qui a été accordée aux manuscrits dans les pratiques rituelles, qu'elles soient jaïnes, bouddhiques ou shivaïtes. Et si la joute philosophique orale a constitué un aspect important de la vie de cour jusque dans l'Empire moghol, dès le milieu du premier millénaire, le dialogue entre les différentes écoles s'est de plus en plus noué par l'entremise des traités écrits. Le vacarme cher à Jayanta a noirci les manuscrits et débordé jusque dans leurs marges. Ces marges nous offrent un rare aperçu des fluctuations historiques auxquelles les œuvres ont été soumises, puisqu'on peut suivre, au fil de la transmission manuscrite, le mouvement par lequel tel texte, qui occupait initialement le centre des pages, a été éclipsé par le succès d'autres œuvres et a progressivement été remisé dans la périphérie des annotations. Et ces phénomènes de marginalisation, au sens propre, nous permettent de mesurer l'illusion rétrospective par laquelle nous confondons aujourd'hui la renommée actuelle de telle école ou de tel auteur avec leur influence passée réelle. Gerhard Fussmann, qui fut jusqu'à ce soir le dernier à inaugurer une chaire indianiste au Collège de France et qui se passionnait pour les marges géographiques de l'Inde, disait de ses prédécesseurs qu'ils avaient en commun une certaine marginalité au sein de leur discipline, car ils s'étaient tous attachés à des objets très différents, mais jusque-là dédaignés par la communauté savante. Vous l'aurez deviné, c'est seulement par le plus plat et le plus facile des jeux de mots que mes travaux trouvent à s'inscrire au sein de cette glorieuse lignée de marginaux. Mais le labeur obscur, patient et en apparence fastidieux des philologues est notre instrument le plus fiable si nous voulons éviter de projeter sur le passé les fantasmes du présent et restituer leur voix aux penseurs de l'Inde ancienne et médiévale. Après tout, en sanskrit, lire un manuscrit, c'est le faire parler. Il nous faut faire entendre la vitalité des systèmes de pensée de l'Inde. Il nous faut accepter, sans l'idéaliser ni la condamner, la complexité des rapports que la philosophie a entretenus avec les religions et, comme Jayanta nous le rappelle, avec le pouvoir politique, mais aussi avec d'autres disciplines savantes qui se sont également développées à l'intersection ou à la périphérie des identités religieuses, comme la grammaire, la poésie,
le théâtre, la poétique, les mathématiques, l'astronomie ou la médecine. Cette tâche immense qui excède bien entendu largement mes compétences personnelles ne peut être que collective et internationale, et j'espère beaucoup que cette chaire contribuera à fédérer et à faire connaître les efforts de tous ceux qui s'y attellent. Il y a 131 ans, Sylvain Lévy disait des chaires jumelles de la Chine et de l'Inde au Collège de France que le hasard rapprochait à leur berceau deux études destinées à se prêter un mutuel secours. J'adresse ici mes plus vifs et mes plus chaleureux remerciements à Han Cheng, qui a pris très au sérieux ce destin gémellaire et qui a employé son énergie exceptionnelle à ressusciter la chaire indianiste, ainsi qu'à Franz Grenet, qui sait mieux que personne comment les marges de l'Asie sont centrales et inversement. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont été mes professeurs, et en particulier Yin Bansa Boudon et Alexis Sanderson, qui m'a appris à lire à plusieurs et en philologue, ainsi que tous mes collègues, étudiants et amis, à Leipzig, à Vienne, et bien sûr au département des études orientales de la Sorbonne Nouvelle. J'ai honte de ne pas pouvoir les citer tous ici, mais j'ai une pensée particulière pour Oli Franco, qui est ici ce soir et à qui je dois mon premier post-doctorat, ainsi que pour John Tabor et Michael Torstenmuch, merveilleux compagnons de lecture de textes sanscrits. Il y a dans la salle de nombreux amis, dont certains sont venus de très loin, de Boston, de Vienne, de Fribourg et d'ailleurs, et j'en suis profondément touchée. Je pense surtout, en cet instant, à un très grand indianiste dont les travaux sont pour moi une constante source d'admiration et avec qui confronter des perspectives souvent très différentes pour écrire de drôles de livres a été une splendide aventure. Il s'appelle Vincent Hutchinger et j'espère qu'il me fera longtemps encore l'honneur de collaborer avec moi. Je voudrais remercier aussi mes parents et mon fils qui ont toujours supporté mes lubies et mes errances de chercheuse avec beaucoup de philosophie. Et je vous remercie tous pour votre attention ce soir.